Bonjour, c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable guerre interne. Une guerre qui est en train de paralyser l'une des industries les plus puissantes d'Europe, l'automobile. Oui, et c'est vraiment la grande question. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si on était dans un embouteillage monstre sur une autoroute européenne. Tout le monde klaxonne, tout le monde est à cran, mais personne n'avance. C'est un peu ça l'image de l'industrie auto en ce moment. Exactement. Et attention, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'un simple petit désaccord de voisinage. On parle d'une crise profonde, une crise qui met en jeu des puissances industrielles et politiques vraiment colossales. Pour donner une idée de l'échelle, le secteur automobile, c'est un des piliers de l'économie du continent, un vrai géant. Donc forcément, l'issue de ce conflit va avoir des répercussions absolument partout en Europe. Ah oui, et cette citation, elle est incroyable, elle dit tout. Gabriel, comment on peut expliquer ce paradoxe ? On s'attendrait à ce que les constructeurs fassent front commun face aux nouvelles règles, mais non. Pourquoi est-ce qu'ils se détestent entre eux à ce point ? Alors, en fait, tout part de là. La politique climatique de l'Union européenne, qui est hyper ambitieuse. L'UE veut aller très vite, et ça impose une transformation massive de toute l'industrie. Et une transformation de cette ampleur, eh bien forcément, ça fait mal. Et au cœur de toutes les tensions, il y a cette mesure précise, le verdissement des flottes. Pour faire simple, l'idée, c'est de forcer les entreprises, qui achètent beaucoup de voitures, à passer beaucoup plus vite à des véhicules électriques ou très peu polluants. Alors là, on voit ce chiffre, 60%. Il semble être la clé de tout. Gabriel, pourquoi est-ce que ce segment du marché, les voitures d'entreprise, est devenu si stratégique ? Eh bien tout simplement parce que ces flottes d'entreprises, c'est énorme. Elles représentent 60% de toutes les voitures neuves vendues en Europe. Donc pour l'Union européenne, c'est le levier le plus rapide et le plus efficace pour transformer l'ensemble du parc automobile. Du coup, c'est là que toute la bataille se concentre. D'accord. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet. Qui sont les principaux combattants dans cette arène, Gabriel ? Qui est face à qui ? Alors, les premiers, bien sûr, ce sont les constructeurs automobiles eux-mêmes. Et comme on vient de le dire, on est très très loin d'un front uni. C'est plutôt le « chacun pour soi » qui domine. Et cette phrase, d'une porte-parole de Stellantis, elle résume tout, non ? Tout le monde veut sauver sa peau. En clair, les intérêts de Renault ne sont pas ceux de Volkswagen, qui ne sont pas ceux de Stellantis. Les vieilles rivalités, les stratégies différentes sur l'électrique, tout ça empêche la moindre action commune. L'autre acteur majeur, évidemment, c'est la Commission européenne. Mais alors, quel est son rôle exactement dans ce grand bazar ? C'est elle qui est censée mettre de l'ordre, non ? Alors d'un côté, oui, la Commission pousse, elle veut accélérer cette transition verte. Mais le problème, c'est qu'elle est hyper critiquée. On lui reproche d'être trop lente à prendre des décisions, à arbitrer les conflits et surtout d'être complètement déconnectée des réalités industrielles. Il faut dire aussi que ces dirigeants comme Ursula von der Leyen ont eu d'autres chats à fouetter avec les crises récentes. Là, c'est limpide. L'opposition est totale. On voit la Commission d'un côté et le patronat allemand de l'autre qui est vent debout contre le projet. Pourquoi le lobby allemand, en particulier, a-t-il autant de poids et s'oppose-t-il si farouchement ? Leur puissance vient de leur poids économique qui est juste colossal. L'industrie auto-allemande, c'est des centaines de milliers d'emplois, une part énorme de l'économie du pays. Du coup, leurs patrons ont une ligne directe avec le gouvernement à Berlin qui va ensuite défendre leurs intérêts à Bruxelles. Mais ce qui est fou, c'est que le conflit déborde maintenant et crée une sorte de guerre des carburants qui touche des secteurs qu'on n'attendait pas du tout. Prenons l'exemple d'Air France. Eux, leur grande crainte, c'est que si on autorise certains carburants alternatifs, les agrocarburants, pour les voitures, il n'y en aura plus assez pour les avions. Or, l'aviation en a désespérément besoin pour sa propre transition verte. Donc, on le voit bien, une décision qui concerne les voitures peut mettre le feu aux poudres dans un tout autre secteur. Ok, donc si on résume, on a les constructeurs qui se tirent dans les pattes, une commission critiquée, des lobbies nationaux surpuissants et même d'autres industries qui s'en mêlent. On a l'impression d'être dans une impasse complète en fait. C'est exactement ça. On a un cocktail explosif. Les intérêts de chaque pays, les rivalités féroces entre les entreprises et des visions différentes sur les objectifs climatiques. Tout ça mélangé, ça a mené à un blocage total. Plus rien n'avance au niveau des lois européennes. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, la question finale. L'Europe est coincée entre ses très hautes ambitions climatiques d'un côté et la défense de son industrie reine de l'autre. Alors peut-elle vraiment trouver une solution pour éviter la panne sèche ? Merci d'avoir suivi ce décryptage sur Confluence. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire avec un j'aime, à vous abonner pour ne rien manquer et surtout à partager vos réflexions en commentaire. On a hâte de lire tout ça. À bientôt.